Bonjour à tout le monde, merci beaucoup. Nous allons demander à ceux qui sont fatigués et qui veulent prendre une pause de libérer la salle pour nous permettre de lancer le second panel de la matinée. Alors, ce panel porte sur la représentation artistique. Donc, il peut aller très vite, puisque dans le domaine de l'art, l'exhaustivité n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Les intervenants vont chacun prendre la parole pour une dizaine de minutes. Nous avons en premier Karine Mbengemba de l'Université Omar Bongo de Libreville. Ensuite, Mamadou Sam, ancien proviseur du lycée de Yumble, actuellement en service au ministère de l'Éducation nationale. Et Cheikh Soumoun Diop de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. De l'Université Hassan Sek de Ziguinchor, dont il a été le chef département de lettres modernes et le doyen de la faculté des lettres. Donc, je donne la parole à notre collègue Karine Mengemba de l'Université Omar Bongo de Libreville. Bien, je vous remercie. C'est déjà assez frustrant, mais quand on vient encore faire une coupe sur le temps, je peux pas vous dire, mais je vais aller assez rapidement. Ma communication s'intitule Pierre Akenenge et sa vérité d'Afrique à propos de Tiaroy. Elle vise un double objectif. Le premier consiste à interroger les mécanismes d'encodage du massacre de Tiaroy dans l'œuvre musicale de Pierre Akenenge. Dans un second temps, je vais essayer de voir dans quelle mesure justement ce processus de mémorialisation de l'histoire des tirailleurs sénégalais participe de la créativité et de l'engagement du poète. Alors, mon propos s'articulera autour de deux axes. Après avoir procédé à une rapide présentation du musicien, je vais dans un premier temps essayer de lire ce que j'ai appelé l'hypertrophie de la mémoire coloniale et dans un second temps voir balayer très rapidement les enjeux politiques et poétiques finalement de cette muséalisation du massacre de Tiaroy. Alors très rapidement, qui est Pierre Akinenge? Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous devez sans doute le connaître. Auteur, musicien, interprète, poète gabonais, né en 1943 et présent sur la scène musicale depuis plus d'un demi-siècle. Alors, il jouit d'une renommée internationale et se démarque dans le paysage musical gabonais par sa régularité ainsi que par la richesse et la diversité de sa production. En termes de chiffres, on peut retenir un peu plus de 240 chansons et une quarantaine d'albums. Et il m'a également paru nécessaire de souligner deux distinctions qui sont à son ordre. La première, en 2011, élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur par la France. Et 4 ans plus tard, il est classé parmi l'une des 16 icônes mondiales, aux côtés de Wole Soyinka, de Kalsoum ou encore pour, je cite l'ONU, avoir exploré le pouvoir transformateur de l'art. Quelques thématiques à son actif. Il soulève les questions relatives aux rites et traditions, aux questions de pouvoir, sur les injustices sociales, la traite négrière, la colonisation et naturellement son pendant, qui est la liberté. Et c'est justement dans ce cadre que s'inscrit l'album Vérité d'Afrique, dont vous avez ici la pochette, qui est paru en 2008. En fait, l'album a été écrit en réaction contre le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. Il comprend 14 chansons, Nos langues de bois, Pays pillés, etc. Et la chanson qui donne son titre à l'œuvre, Vérité d'Afrique, revient justement sur le drame de Tiaroy. Elle s'articule en 3 mouvements. Le problème du tirailleur, puis à la fin, il y a une espèce d'optimisme et d'espoir qui s'installe. Alors, en ce qui concerne l'hypertrophie de la mémoire coloniale, on note d'emblée à l'écoute de la chanson un paradoxe, vraiment un contraste saisissant. C'est-à-dire qu'il y a comme un excès de présence de la mémoire du passé, de l'implicite, de ce que
Martinet a appelé l'économie du langage. La condensation, je peux passer celle-là rapidement, je vous lis. Dès le début de la chanson, le vocaliste interpelle justement le tirailleur. Je donne la traduction en français puisqu'il l'a fait en miné. Poé, poé. Et toi de te battre encore. Et te connaissant, tu as dû y mettre du cœur. Cette guerre que tu ne comprenais même pas. Un seul mot d'ordre, bats-toi. Je précise que ce matin, on a passé une bonne partie de la matinée à écouter ce chant que j'ai laissé passer par la sono. Alors, on le voit bien, hein, ces reprises anaphoriques de te battre, traduisent non seulement l'angoisse, mais surtout l'incompréhension de l'orateur face à l'engagement aveugle des tirailleurs sénégalais dans cette guerre dont ils ne maîtrisaient même pas les contours. Et finalement, l'effet de la répétition contribue à créer des vers. Faites-moi signe, s'il vous plaît. 5 minutes à créer des vers mélancolico-rythmiques, des formules incantatoires, etc. Ce petit traité de l'abrégé, je peux également relever par exemple la brachylogie, ou l'ellipse narrative, au-delà des pleurs, des cris de désespoir agorés. On voit bien comment tout le drame de la traite transatlantique est résumé dans un seul vers, hein, une expression extrêmement concise. Alors, j'ai eu une hypothèse pour expliquer cette concision, cette brièveté. Je vais la chercher chez Paul Ricoeur, où on peut retenir finalement que le ressassement du massacre de Stiaroy dans le texte chanté de Pierre Akenenge peut donner soit à l'occultation, l'oubli, du fait des agressions subies par la mémoire. On voit des phrases tronquées, des ellipses qui renvoient finalement au blanc de l'histoire. Hein, on en a suffisamment parlé hier. Et deuxième hypothèse, ça peut être aussi un choix délibéré, soit par pudeur ou crainte de redondance, finalement de condenser un épisode tragique qui est ancré dans l'inconscient collectif. Hein, il y a comme un refus de rappeler dans les menus détails cet événement douloureux, hein, qui a affecté tout le continent. Alors, dans un deuxième temps, je voulais explorer très rapidement les enjeux poétiques et politiques de cette mémorialisation. Il va sans dire que l'écriture brachylogique contribue à imprimer l'originalité dans le texte de Pierre Akenenge. Le recours à ce que Fénéon a appelé une prose émaciée permet finalement à l'auteur de créer des jeux sur les sonorités qui viennent ainsi confirmer sa créativité lexicale et musicale. Je peux citer par exemple, on prend un exemple, juste une antanaclase. Si tu ne sais pas où vont tes pas, n'y va pas. On voit bien, hein, le premier pas ici qui renvoie à la négation, tandis que le deuxième symbolise surtout la foulée, hein, la marche cadencée des tirailleurs. Il y a comme une forme d'allitération en P, hein, cette consonne sourde qu'on voit dans l'articulation, qui met de façon énergique la révolte du poète. Autre élément que j'ai voulu souligner,
euh, euh, Rodbell à la encore hier le discours de les tirailleurs, des subalternes qui sont pour réflexion, j'ai terminé de la chanson Poé, 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 pique vérité. Non, non. Écrit, c'est à partir d'archives écrites, mais aujourd'hui, nous abordons les événements tragiques de Thiaroye sous l'angle de l'oralité. Parce que nous sommes dans une société de l'oralité, même si aujourd'hui l'écriture domine, nous baignons toujours dans ce monde de l'oralité. Et cet événement malheureux de Thiaroye on va essayer de voir à travers la chanson de Baba Mal comment cet événement tragique, la nation autochtone, ce que nous appelons dans notre texte, c'est, je vais demander à Martin projeter quelque chose.
un artiste sénégalais qui peut, ou pour la communauté couleur. Cette ethnie habite le nord du Sénégal, dans les régions actuelles de Matam et de Saint-Louis. Mais on retrouve aussi les Peuls un peu partout dans le monde, un peu partout au Sénégal. Baba Mal est né à Podor, où il a passé une bonne partie de son enfance avant de fréquenter l'École nationale des beaux-arts de Dakar, après sa réussite au baccalauréat en classe de première, et il a fait aussi le Conservatoire de Paris. Mais parallèlement à ses études aussi, il était passionné de la musique qu'il pratiquait avec son groupe d'amis, dont Mansour Seck et Massounian, tous deux malheureusement décédés maintenant, avec qui il a séminé dans des groupes comme Lasli Fouta et Litare avant de créer son propre orchestre, le Lélégnol. Allez-y. Vous pouvez y aller. Voilà, donc je continue avec ma voix. Elle n'est pas belle comme celle de Bob Mal. Donc, sa belle voix et ses talents lui permettent donc d'être connu sur le plan international. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour aller. Merci, merci Martin. Merci. Voilà, merci. Donc, en réalité, la musique de Baba Mal ne se limite pas à de l'art pour l'art, comme pour parler comme les Parnassiens, mais aborde des thèmes importants et modernes de l'Afrique, dont celle de la guerre. En effet, celle-ci est abordée par l'artiste par une sorte de trilogie qui reflète tous ces aspects. Nous avons la chanson Diaho qui parle d'une femme dont le mari est parti au front, donc à qui elle envoie un message d'amour, un message de fidélité, mais un message aussi pour raconter les événements importants qui sont passés derrière lui. Ça, c'est le premier chant, Diaho, ou bien la nouvelle recrue. Il y a Tcharoy. Voilà, donc c'est Tcharoy. Voilà, vous avez entendu. Donc, c'est cette chanson qui parle véritablement des événements de Tcharoy. Et enfin, il y a Ba Abdul Borejo, qui est une chanson qui parle de la guerre d'Indochine. Voilà donc voilà, Diaho. C'est bon. Voilà, donc il a voulu quand même illustrer les trois chansons que j'ai citées tout à l'heure. Il y a Diaho, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a Tcharoy qui parle des événements de Tcharoy. Mais il y a aussi Ba Abdul Bodejo qui parle d'un personnage qui a fait la guerre d'Indochine et revenu donc au village Oreiller de Gloire, qui fait preuve d'une générosité par rapport à ses concitoyens. Donc, maintenant, comment Baba Mal traite le massacre de Tcharoy? Dans la conception populaire donc, des événements de Tcharoy, selon Baba Mal, il n'y a pas eu de survivants. Donc, il n'y avait pas de témoins oculaires. À partir de ce moment, comment raconter l'histoire dans la mesure où il n'y avait pas de témoins oculaires? C'est par des bruits, par des onomatopées. Donc, c'est par des onomatopées qui restituent l'événement tragique de Tcharoy. C'est pourquoi il dit Riou, 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 ils arrivent, rao, 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 c'est les coups de feu, ding, 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 c'est le bruit de leurs bottes. Donc, c'est des onomatopées à valeur imitative qui restituent la tragédie et la barbarie donc, de cette scène triste de Tcharoy. Donc, c'est à partir des onomatopées. Mais il y a aussi les anaphores, comme chanter l'événement de Tcharoy. Chanter l'événement de Tcharoy, ici, le verbe chanter a valeur d'exhortation au souvenir, de jamais oublier l'événement, mais aussi de valorisation de ces tirailleurs. Chantez, faites les louanges
de ces tirailleurs qui ont versé le sang pour la France, mais aussi pour l'Afrique. Donc, le verbe chanté a à la fois ici une valeur d'exhortant, mais aussi de valorisation des tirailleurs. Donc, c'est ce procédé stylistique utilisé par Baaba Maal pour, en tout cas, d'une manière assez exacte ces événements tragiques. Il y a aussi l'évocation du griot, parce que Baaba Maal n'est pas griot. C'est le griot dépositaire des récits épiques ou historiques qui souvent chantent l'histoire. Donc, il invoque et évoque le griot pour authentifier son récit, pour dire que ce qu'il dit est vrai parce qu'il le tient du griot Sékou Baguel, etc. Voilà, donc il y a aussi, pour rejoindre un peu ma consoeur, l'économie des termes, l'utilisation de phrases courtes, et parfois même des phrases nominales, pour suggérer la rapidité, la cruauté avec laquelle donc cette tragédie s'est effectuée. Ils arrivent, ils sont sur nous, leurs chevaux sur nous, leur bruit de bottes. Donc on a des phrases courtes, parfois nominales, qui donc suggèrent ici la rapidité de ces violences, mais surtout la cruauté et la barbarie donc des massacres de Thiaroye. Voilà donc quelques éléments, parce que le temps mais un peu compté, mais je voulais tout simplement conclure par pour dire de Baaba Maal, la musique de Baaba Maal fonctionne ici comme un livre d'histoire pour immortaliser des événements qui ont marqué la vie de l'Afrique pour une meilleure projection dans l'avenir, afin que tous les peuples se pardonnent et se donnent la main dans un monde de paix et de fraternité. La chanson Thiaroye de Baaba Maal est donc plus qu'une simple chanson, c'est un hommage aux victimes du massacre de Thiaroye, un rappel des injustices coloniales et une demande de justice de reconnaissance. Cette interférence entre l'histoire et l'oralité par le chant montre que les artistes comme Baaba Maal méritent une attention particulière dans le traitement de leur propre histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mamadou Sam. La parole à Cheikh Diop qui va élargir cette réflexion au cinéma et au théâtre. Merci beaucoup, Président Ibrahim Awan. Oui, parce que je vois mieux ici que sur l'ordinateur, en fait. C'est pour pointer. Donc, je voulais commencer tout de suite par dire que je suis ravi vraiment d'être dans ce colloque où vraiment ce sont des questions qui nous concernent au-delà de notre travail de chercheur. Et c'est un projet qui est né de cette mise en relation que j'aime faire entre l'histoire, l'anthropologie, la littérature, ou bien, si vous voulez, l'ensemble des productions de fiction. Alors, dans le cas, j'ai travaillé avec un corpus un peu large, mais j'ai mode diapo. Voilà, merci beaucoup. Donc, je disais que ça va pas, ça marche pas. Voilà, donc c'est toujours dans cette mise en relation entre, excusez-moi, j'ai fait vite là, j'ai fait vite. Alors donc, c'est toujours dans mon dada, cette mise en relation entre littérature, histoire, anthropologie, et c'est toujours pour rappeler que la fiction joue un rôle très important lorsque l'histoire ou la documentation historique est absente. C'est que Francis Afergan a constaté dans les sociétés antillaises qui ont été amputées du fait de leur mémoire, du fait de l'esclavage. Il y a le cas de Thiaroye, mais ici, on va voir le problème se complexifie parce qu'on a une rareté aussi bien de la documentation historique fiable, authentique, que d'une production fictive, créative, qui permet de lire.
Donc, je passe dessus le questionnement, puisque je vais raccourcir, et le postulat. Mais l'objectif, c'est l'objectif que nous avons tous, effectivement, de croiser les productions d'imagination et les productions non fictives pour pouvoir, effectivement, trouver des vérités communes ensemble. Donc, ce travail, quand je l'ai commencé, j'ai un corpus large, il bouge ici, mais je suis ravi que Daoud Diouf et Aline Diaw soient déjà passés, donc je ne parle pas de Senghor. Je suis ravi tout à l'heure que quelqu'un ait parlé du scénario, je pense que c'est CCI, et quelqu'un a parlé aussi d'une bande dessinée que je n'étudie pas. Mais j'ai travaillé sur un autre type de support aussi, et c'est très important de voir qu'il y a des productions filmées qui ne sont pas des longs métrages comme le film de Sembène, mais il y a également ces productions, ces enquêtes filmées. Je parle de l'exemple, par exemple, de l'entretien avec Amel Mabon. Tout ça, ce sont des documents qui existent. Alors, très rapidement, pour dire que ce qui m'a d'abord intéressé, c'était de voir dans l'historiographie est-ce qu'il y avait des voix discordantes. Je suis pas satisfait de ce que j'ai trouvé, parce que dans ce groupe que vous voyez, il y a beaucoup d'historiens, mais il n'y a qu'une voix discordante qui couvre un peu ce que François Hollande a traité de répression sanglante. Mais sinon, les autres chercheurs et peut-être même les journalistes qui interviennent dans ce domaine ont le même discours. Il s'agit d'un massacre et on a essayé de cacher les faits. Ensuite, il y a au-delà de ce corpus assez large, une première remarque, c'est que les genres littéraires ou les formes artistiques que j'ai vues sont assez fragmentaires. Donc, c'est des poèmes par-ci, des pièces de théâtre assez, on va dire, assez résumées, des chansons, des scénarios de films inachevés, etc. Et de peinture. Mais dans les films, on a des longs métrages comme le film de Sember et Sow, mais on a aussi des documentaires comme le documentaire qui est passé sur France 24, qui fait quand même long métrage. Mais je vais parler d'abord des entretiens filmés. Alors, dans l'historiographie, c'est bien fourni en documents, en rapport, mais souvent, Martin Moore l'a dit dans son livre que j'ai aimé lire, honnêtement, beaucoup de documents contradictoires, incohérents. Il y a aussi des témoignages que j'ai connus à travers le visionnage des vidéos sur les travaux de Amel Mabon. Donc tout cela, ça montre qu'il y a une matière qui est là. Cette matière, effectivement, mérite d'être lue avec beaucoup d'attention. Une première déduction, c'est qu'il faut peut-être voir que alors, ça part vite, hein, je ne suis pas responsable de ça. Oui. Donc, je disais que la première déduction, c'est que la rareté des productions artistiques, oui, c'est là, je pense. Voilà, ça va afficher comme ici, mais je n'ai pas compris. Donc, la rareté des données historiques, voilà, c'est bon. La rareté des données historiques fait qu'effectivement, même l'historien qui est ici présent, Martin Moore, a dû compléter, a combiner justement ses travaux. Et j'ai bien aimé cette ouverture sur l'anthropologie qui quand même donne une place à la fiction, comme chez les littéraires, et d'autres productions créatives qu'il a bien étudiées. Il y a également ce que ça traduit, c'est qu'effectivement, on voit une volonté manifeste d'effacement des faits historiques et d'occultation de la mémoire. Il y a d'une part le déni, et ça c'est du côté des victimes, mais il peut y avoir aussi l'amnésie collective imposée par le silence ou l'absence de fiabilité dans certaines données historiques. Alors, il est important de voir aussi les postures, parce qu'il y a beaucoup de postures, j'ai parlé tantôt, voix discordantes chez les historiens. Je n'en ai pas trouvé pour le moment beaucoup, mais je connais ça parce que j'ai lu Gabriel Camps, j'ai lu André Tudesque en tant qu'historien et je vois un peu comment ils sont hostiles à la mémoire. Et donc, il y a ces postures-là qu'il faut étudier, comment la fiction, comment l'art restitue la parole, montre un acte de résistance et permet de persévérer dans la recherche de la mémoire. Donc, il y a un refus d'oublier
la nécessité de se souvenir, d'exprimer des émotions, d'informer, d'éduquer, etc. L'instrumentalisation de l'événement, ce n'est pas impossible à des fins politiciennes. Alors, je mesure le mot ici, mais je pense que dans des cérémonies de commémoration, c'est fort possible qu'effectivement qu'il y ait un peu de propagande idéologique. La censure, on a connu ça avec le film de Boris et Bey, le projet de film de Boris et Bey, la manipulation de la France pour effectivement empêcher que certaines informations passent. Mais il y a aussi le phénomène de l'euphémisation que nous connaissons très bien en anthropologie de l'imaginaire, parce qu'effectivement, ici, quand on dit c'est une répression sanglante, ou bien quand on dit que ces gens manifestaient leur colère, il faut effectivement chercher à voir qu'est-ce qu'on ne veut pas dire, c'est le mot massacre, etc. Donc, la lutte contre la censure que les Africains et les afrodescendants des tirailleurs sénégalais ont menée, les scientifiques aussi mènent une lutte contre la censure, et ça, vraiment, j'ai bien aimé la présentation de Amel Mabon hier, qui insiste sur ces éléments-là, et donc, forcément, de tous les militants et activistes de la cause. Il y a aussi à voir que on peut avoir des lectures différentes. Tous artistes ou bien scientifiques pour croiser. J'ai pris l'exemple du film de Semben et Sow, de Boris et Moore sur 3 points. La capture du général, que je n'ai vu que dans le film de Semben, l'exécution des soldats et la figure du traître. Alors, pourquoi j'ai pris ces exemples-là? Parce que pour moi, ça aide ou pousse à des lectures. Au-delà de l'écriture du texte, il y a aussi la lecture que l'écrivain lui-même. Alors, ici, j'ai donné un exemple. C'est un exemple que j'ai essayé de chercher chez Moore ou d'autres, mais je n'ai pas trop vu où on parle de capture d'un général. Donc, ça m'a un peu... Donc, j'ai une question en tout cas là pour voir est-ce que c'est comme ça dans les faits, ou bien parce que ça peut justifier justement l'idée d'une répression, ce qui me pose. Alors, la question fondamentale, c'est pourquoi Senden a-t-il choisi justement d'aller dans ça? On est en 1988, il peut y avoir effectivement plusieurs raisons sur la disponibilité de certaines informations ou bien la volonté d'orienter la lecture d'un côté. Alors, l'autre chose, c'est comment ils ont décrit, pour tous, hein, la répression a été violente, l'exécution, mais chez Semben particulièrement, c'est la question de l'heure qui m'a perturbé, et aussi la question de la durée. Hier, j'ai entendu des secondes, mais ici, je vois vraiment des heures, et je pense que ça mérite aussi d'être interrogé. Il y a également ce commentaire que peut-être Martin Moore nous dira, mais quand il dit directement dans Thiaroye Terre Rouge, c'est le président Senghor qui est considéré comme le traître. Alors, je suis allé chercher carrément le texte et j'ai vu qu'effectivement, il y a l'insertion du personnage, le traître, mais il y a déjà le fait d'aborder la traîtrise dès les premières lignes. Alors, Bachir, on lui a demandé, les tirailleurs lui ont demandé de faire attention aux barbelés supérieurs. Tu vas te faire mal parce que tout simplement, il le considérait comme un traître. Tu as la peau délicate des traîtres. Donc, la question de la traîtrise. Mais ce qui m'a intéressé dans la citation que commente Moore, c'est qu'effectivement, ici, à ce niveau, on voit bien que le traître, il est anonymé. Non seulement il est anonymé, mais c'est exactement ce que dit Boris. Il vaudrait mieux que tu portes ton masque parce qu'effectivement, cela peut avoir... Donc, c'est en rapport avec des valeurs culturelles, des valeurs de civilisation. On poursuivra le débat par rapport à cette question-là. Et donc, je vais terminer. Alors, la figure du traître donc, a évolué. Hein. Si vous voyez le film de Semben, à la fin, donc je vais conclure sur 3 points. Le premier point, c'est qu'effectivement, tout le monde le constate, l'absence ou l'indisponibilité de documents, d'informations authentiques. Mais il y a aussi la question du tabou. Parce que pour le créateur, ce n'est pas forcément la disponibilité de l'information historique qui est importante, c'est plutôt la capacité de création qu'il faut mettre. Donc, il y a une sorte d'intimidation ou d'intérêt minime pour certains artistes sur cette question. La méfiance aussi de certaines histoires, de certains historiens à la mémoire.
J'ai failli mettre notre cher recteur Tchoubou dedans, mais je l'ai enlevé. Mais beaucoup d'historiens sont hostiles aux études mémorielles. Et ces études mémorielles, forcément, appellent des éléments de l'anthropologie, des éléments de la fiction, et ce sont des études forcément transdisciplinaires. Et je vais en arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Diop, Karine et Mamoudou, d'avoir joué le jeu. Je ne sais pas si on a le temps de prendre deux séries, de prendre deux ou trois réactions, ou bien on va directement débattre au déjeuner. Voilà. Donc, deux questions. Les autres, ce sera au déjeuner. Ok. Oui. Voilà. Bonjour, c'est juste pour une contribution d'une minute, une minute seulement. Voilà, je remercie l'ensemble des organisateurs. C'est juste pour dire que nous tous qui sommes là, nous sommes tous des patriotes. La patrie, c'est l'attachement à un passé historique, le désir d'un avenir partagé, un sentiment d'appartenance fondé sur une réalité, sur une solidarité présente. S'il est vrai que la guerre est le pire ennemi du développement, un développement sain et équilibré est le meilleur moyen de prévenir les conflits. La violence anticoloniale était libératrice, la violence terroriste vise à détruire la démocratie. Le monde est dangereux à vivre. Pourquoi? Non à cause de ceux qui ont fait... Excusez-moi. Non, je termine, mais je suis dans la phrase. Laissez-moi terminer la phrase au moins. La phrase seulement. Voilà. Non, je sais. Le monde est dangereux à vivre, non à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui les regardent et laissent faire. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question de mon collègue, mon confrère, le dernier intervenant, parce que j'ai fait une recherche dans ce sens concernant la nuit, donc l'éclairage, le noir et l'éclairage, le blanc. Donc, pour Monsieur Ousmane Samben, il a choisi la nuit. Quand il a représenté la tuerie, le massacre, c'est pour aggraver la situation du militaire français colonial, parce que ça rentre dans le juridique, et les juridiques, on a des facteurs atténuants et des facteurs aggravants. Et la nuit, c'est un facteur aggravant pour que ça soit gravement jugé. Merci. Deux mots, c'est allumé. Je voudrais, professeur, vous remercier de vous donner la parole et saluer le travail important qui a été fait sur les textes. Cela montre la valeur littéraire à la fois du chant et la place un peu des études stylistiques et rhétoriques sur les productions de nos artistes. Sam, je voudrais que tu fasses une étude comparative entre la production de Ouza et la production de Baba Mal. Ce serait une contribution remarquable. Merci beaucoup à Karine de nous avoir beaucoup appris. Merci. Est-ce qu'il y a un troisième? Il y a un troisième, oui. Troisième et dernier. Moi, je voulais juste souligner que le mouvement démocratique sénégalais a beaucoup travaillé sur la question des tirailleurs, avec les associations culturelles, les ASC et tout ça. Nous avons travaillé là-dessus des années, des années et des années. Et donc, Baba Mal, que j'ai eu l'honneur de connaître à Paris, que j'ai fait connaître dans les foyers un peu partout, j'ai été son chauffeur pour l'emmener en Normandie, en Belgique. Effectivement, nous avons influencé Baba Mal dans sa manière de chanter, et parce que les thèmes importants du mouvement militantisme et du mouvement démocratique sénégalais étaient basés sur ces questions-là. Et donc, ce n'est pas sorti comme ça de sa tête, c'est qu'il baignait en notre sein pour faire ça. La deuxième chose, un gars comme Ismaël Lo, pareil, avec son harmonica, avec tout ça.
il faut quand même situer que le mouvement démocratique sénégalais a beaucoup travaillé ces questions. Même on a été réprimé par Senghor, par Abdou sur ces questions-là, et que souvent vous ne le citez pas. Même les artistes qui en parlent, en fait, en ont parlé parce qu'ils baignaient dans cette atmosphère-là. Je vous remercie. Merci. On va donner la parole aux intervenants pour 1 minute chacun, peut-être pour répondre ou pour poursuivre la réflexion. Voilà, merci beaucoup pour les pertinentes contributions. Ah, il faut dire qu'on aurait pu dire beaucoup de choses, hein, on a été contraint par le temps. Mais je pense que les contributions que vous venez de faire vont nous permettre d'enrichir davantage notre recherche. En tout cas, j'ai beaucoup appris dans ce colloque, beaucoup appris. Tout à l'heure, avec notre collègue, comment elle s'appelle? C'est du Cameroun, hein? Du Gabon. Vous voyez, donc, de l'autre côté, aussi, il y a des artistes qui travaillent comme Baba Mal, comme Ousmane Diallo, comme Ismaël Lo. Je pense que c'est un filon qu'on doit exploiter pour en faire ressortir des richesses énormes. Merci encore, vraiment, je suis très heureux d'avoir participé à ce colloque. Un mot? Oui, juste un petit mot. Je vous remercie, monsieur. Juste apporter une petite précision. C'est d'abord, avant l'enseignant-chercheur, c'est une fan de la première heure qui parle de Pierre Akinenge. Je travaille avec lui déjà depuis 5 ou 6 ans. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir son site internet, pierreakinenge.com. On l'a inauguré il y a 2 ans. On a mis tout ce qu'il faut, on travaille à les résumer. C'est vraiment l'œuvre divine, c'est vraiment une passion. Et donc, je pense que j'espère que je parviens à faire transmettre cette passion. Et donc, dès que j'ai vu l'appel, tout de suite, je me suis engouffrée dans le groupe. Et je pense que de telles occasions contribuent à. Mais moi aussi, j'ai beaucoup appris, monsieur. Hein, ça m'inspire beaucoup, vraiment, à créer comme ça des connexions et de se rendre compte que il y a des choses qui se font, qui sont cloisonnées. Et il faut des occasions comme celle-là pour se rendre compte qu'en fait, on devrait converger dans la même direction. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour dire à ma collègue Guédim que je la chercher effectivement la vraisemblance plutôt que de s'insérer dans la vérité historique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à quel niveau, lorsqu'on manipule de la fiction historique, on a un rapport avec justement, on va dire entre guillemets, la fidélité à l'histoire. Merci beaucoup. Une petite phrase pour Benjeloun. Le mouvement démocratique, il y a de plus en plus d'études sur le mouvement national démocratique. Il y a un chapitre paru dans un ouvrage publié en février sur les gauches révolutionnaires africaines, publié par Ndongo Samba Sylla et Pascal Bianchini. Il y a un texte signé sur le Front culturel sénégalais par votre serviteur. Il y a aussi qui travaille sur l'influence de ce mouvement-là sur la littérature en général, surtout sur la littérature. Donc, il y a d'autres travaux, je pense, qui sont en cours. Nous avons en tout cas eu un très bon débat, un 40 très intéressant, à l'image de l'œuvre d'art. Je l'avais dit, l'œuvre d'art a la capacité de dire beaucoup de choses, un peu de mots ou un peu d'images. Donc, en cela, nos collègues n'ont pas seulement été de brillants chercheurs, mais ils ont aussi été des artistes. Merci à tout le monde.